Bonjour, merci de nous suivre au-delà de vos écrans. Vous êtes en direct du lycée Raspail dans le 14e arrondissement de Paris et c'est la 8e édition du Printemps de l'économie. Vous voyez tout de suite le problème, nous sommes le 13 octobre, c'est le printemps de l'économie. Ça ressemble assez à la période que nous sommes en train de vivre, où les certitudes et les choses qui sembleraient aller de soi ne vont plus tout à fait de soi. Et parmi les paradoxes qui nous sont donnés à observer et analyser pendant ces journées du printemps de l'économie, eh bien, il y a le fait, dans une session qui est dédiée aux questions des guerres et de la paix, eh bien, de se poser la question d'être en paix avec soi-même. C'est-à-dire, très précisément, quelque chose qui ne ressemble pas à la guerre, parce que être en guerre avec soi-même, alors je sais bien qu'on est dans le paradoxe, mais quand même, c'est assez rare. Ou alors, c'est un état qu'on peut considérer comme un peu pathologique, même si... Voilà, nous aurons à observer ça aussi. Alors, pour cette réflexion qui va vraiment faire appel à des concepts qui sont peut-être pas seulement des concepts économiques, nous avons avec nous, eh bien, une spécialiste du management, on dit des sciences de gestion, qui est Isabelle Barthes, qui est professeure agrégée des universités en sciences de gestion, donc à l'université de Strasbourg, et qui anime la chaîne stratégie et management de Xerfi Canal, c'est ça. Nous avons aussi un philosophe, Yann Hervé Martin, qui est inspecteur d'académie en philosophie pour une vaste zone qui couvre Strasbourg, Metz, Nancy et Besançon. Donc, un grand est de la France. Et Yann Hervé Martin, qui est philosophe, vient de publier, là, un livre qui s'appelle « La fragilité assumée, 5 méditations sur la précarité des choses » aux éditions Salvatore. Regardez cette petite fleur de pissenlit qui va s'envoler. Nous sommes fragiles, légers, emportés par les vents. Au moins, ça nous donne une image poétique et pas trop plombante. Je me présente aussi, je m'appelle Sophie Gherardi, je suis journaliste, je travaille pour le 1, pour le site philonomiste.com, qui appartient au groupe Philosophie Magazine, et j'ai été longtemps dans le groupe Le Monde, où j'étais spécialisée surtout dans l'économie. Alors, avant de donner la parole à nos deux interlocuteurs qui ont l'habitude d'échanger entre eux, enfin des arguments qui vont, je n'en doute pas, vous surprendre et vous faire réfléchir, je voudrais placer cette rencontre sous le patronage de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est un monsieur qui était empereur romain de son métier, qui est né il y a exactement 1900 ans, et qui devint empereur romain à l'âge de 40 ans, mais qui reste surtout l'un des philosophes que l'on peut lire aujourd'hui avec le plus d'aisance. Ses pensées sont des phrases lumineuses avec la clarté qu'a l'expression latine quand elle est belle, et il nous parle à travers les siècles avec une bonhomie qui fait du bien. Et voilà ce que disait Marc Aurèle. On peut supposer qu'à l'époque où il vivait, au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, la vie n'était guère tranquille pour un empereur romain. Et voilà ce qu'il disait. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Voilà, c'est-à-dire il y a des choses, on ne peut pas les changer, elles sont là. Il y en a d'autres, on peut faire quelque chose de manière à ce qu'elles changent, si possible, dans le bon sens.
et il ne faut peut-être pas mélanger les deux registres. Donc, après cette entrée en matière, donc j'espère que personne ne m'en voudra d'avoir fait appel à un penseur antique, je donnerai d'abord la parole à Yann Martin et ensuite à Isabelle Barthes, parce que Yann, c'est le philosophe, on va lui demander de nous préciser le concept d'être en paix avec soi-même, et à Isabelle, qui est une spécialiste des sciences de gestion, c'est-à-dire comment on gère des organisations et des entreprises, de savoir comment cet effort, parce qu'au fond, être en paix avec soi-même, c'est pas juste un état de béatitude immobile, ou alors on ne fait pas grand-chose avec ça. Comment cet effort pour être en paix avec soi-même va se traduire dans le cadre du travail. Et au fond, s'il s'agit d'un souci qui concerne le manager, puisqu'il a lui-même, mais il a aussi des équipes avec qui il travaille et qu'il doit faire travailler. Donc, le fait d'être en paix avec soi-même, c'est pas seulement lui dans son bureau, mais je suppose que c'est chacun de ses collaborateurs. Alors, cette entrée en matière étant faite, je pense que nous allons demander à notre philosophe, Yann Hervé Martin, de nous clarifier un peu les termes du débat. Merci Sophie. Je commence par vous remercier bien évidemment d'avoir mis en quelque sorte ce dialogue, cette rencontre sous le haut patronage de Marc Aurèle. Effectivement, j'incite tous ceux qui nous écoutent à le lire sans aucune réserve et sans aucune limite. Et ce qui est intéressant dans la formule que vous avez citée, c'est que d'emblée, si elle concerne quelque chose comme la paix avec soi, elle la situe d'emblée dans le registre de l'action. C'est-à-dire que cette paix n'est pas une sorte de donnée passive qui affecterait celui qui serait tranquillement protégé du monde et des risques du monde. Elle n'est pas une sorte de donnée brute dont on bénéficierait par chance et qu'il faudrait conserver. La paix avec soi-même n'a de sens, bien évidemment, que si on la conçoit comme une lutte, comme le résultat d'un effort, c'est-à-dire qu'il y a des paix qui se gagnent et pas seulement des guerres. Il y a des paix qu'il faut conquérir et qu'on n'a jamais fini de conquérir tant elles sont menacées par nos rapports avec nous-mêmes, par nos rapports avec les autres et par nos rapports avec le monde. Et je crois que c'est important de se dire ça, parce que sinon la formule devient comme un tas de formules banales et trop connues, trop répétées peut-être. Elle devient une sorte de mantra insignifiant. Et on dit alors être en paix avec soi-même. Bon ben voilà. Mais ça ne veut rien dire. Et ça veut dire quelque chose, ça commence à vouloir dire quelque chose quand on se rend compte qu'il y va vraiment d'un rapport à soi par lequel nous nous interrogeons. Et je crois que si on veut comprendre cette formule, mais dans un sens complètement banal, la première chose que l'on peut faire, c'est se dire, mais quand est-ce que l'on n'est pas en paix avec soi-même? C'est peut-être le plus clair à comprendre. On n'est pas en paix avec soi-même quand on a fait quelque chose qui provoque en nous de la honte, des scrupules, des hésitations, des regrets ou des remords. J'aurais pas dû faire ça, ou je n'aurais pas dû le faire de cette façon. J'ai blessé quelqu'un, j'aurais peut-être dû m'adresser à lui autrement. Et donc, ça veut dire que, de toute façon, quoi qu'il en soit, on se rend compte qu'on n'est pas en paix avec soi-même quand, d'une certaine manière, notre rapport à l'autre est déjà abîmé, ou notre rapport au monde est déjà affecté par quelque chose que l'on regrette. Et donc, à contrario, la paix avec soi-même n'est pas la simple ataraxie des anciens, c'est-à-dire l'absence de trouble de l'âme, une âme complètement au repos est devenue imperméable au désordre du monde. Elle est bien le résultat permanent et toujours à reprendre d'un agir qui engage, encore une fois, mon rapport au monde, mon rapport à autrui, et par là même mon rapport à moi-même. Et puis, il y a le soi-même, c'est pas clair non plus. Dans le soi-même, je ne vais pas trop insister sur le soi, mais il y a cette idée du même. Or, le problème, c'est que dès lors que j'agis, je me transforme, je change. Je ne suis pas le même une fois que j'ai agi qu'avant d'agir. Agir, justement, c'est devenir plus juste. Agir lâchement, c'est devenir plus lâche. Mes actes me transforment. Et donc, ce rapport avec moi-même que j'entretiens dans l'action est un rapport avec un autre en moi qui ne cesse d'une certaine manière d'en appeler à moi pour que je le rejoigne, pour que je lui sois le plus fidèle possible, mais dans un rapport à soi qui n'est jamais un rapport à quelque chose de définitif et de stabilisé. Et je crois que c'est ça qui est beau, c'est que
avec cette thématique, on n'est pas dans la pensée d'un bien-être tranquille, d'un développement personnel appréciable. On est d'emblée investi dans une pensée de l'action et pourquoi pas de l'entrepreneuriat. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça nous permet de nous dégager immédiatement d'un risque qui est de penser que nous allons vous parler de développement personnel. Ça, c'était pas notre but, et parce que au fond, ça nous regarde pas, parce que c'est pas de l'action, c'est de l'introspection pure. Chacun, voilà, ayant à gérer son problème avec son petit moi. Finalement, c'est pas notre sujet, parce que ça, c'est peut-être simplement un sujet pour le divan du psychanalyste, et pas ni pour le philosophe, ni pour la spécialiste de l'entreprise ou du management. Alors, Isabelle Barthes, si je devais vous poser la question, voilà, d'abord, si vous acceptez la définition qui a été donnée par Yann Martin, hein, de ce que c'est que voilà, qu'être en paix, qu'est-ce que le soi, qu'est-ce que le soi-même, mais aussi dans le cadre d'une organisation qu'est l'entreprise, qui est toujours un agir, hein, parce qu'une entreprise, c'est pas quelque chose qui est là posé sur le coin de l'étagère et qu'on va retrouver. C'est d'ailleurs tout le problème, je crois, du moment que nous vivons, parce que certaines entreprises se sont retrouvées posées sur l'étagère en attendant d'avoir l'autorisation de pouvoir bouger à nouveau, mais c'est quelque chose de terrible. Mais là, est-ce que l'entreprise, qui est aussi nécessairement du collectif, qui est du mouvement et du collectif, peut se poser ce genre de questions? Est-ce que ça a une pertinence? Alors, merci Sophie. Alors, vous avez eu la gentillesse de dire que j'étais spécialiste du management. Alors, je suis chercheuse en management, mais surtout, je manage depuis des années. Et au quotidien, j'ai appris à côtoyer. Alors, c'est pas une entreprise. J'ai jamais serré la main d'une entreprise. Des hommes et des femmes, jeunes, moins jeunes, avec tous leurs soucis, tous leurs problèmes, toutes leurs joies, et qui, à un moment de leur journée, de leur semaine, viennent travailler. Et ils sont amenés à travailler avec moi en position de manager. Et j'irai à tous les jeunes qui s'adressent ici, peut-être qu'ils seront un jour managers, et ce n'est pas une réussite en soi, on peut faire d'autres choix, ils seront certainement toujours managés. Manager, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans un rapport en général hiérarchique, même si on peut faire parler de management latéral, avec un homme ou une femme qu'on n'aime pas, qu'on a choisi, qu'on n'a pas choisi, qui lui-même a ses défauts, ses qualités, ses bons moments, ses mauvais moments. Et ce que je constate avec les années, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de règles toutes faites, il n'y a pas de bonnes pratiques comme on nous le fait croire, il n'y a pas de clé magique. Il y a surtout beaucoup d'émotions et d'affection dans cette communauté qu'est l'entreprise, qu'est l'organisation. L'organisation, parce qu'on peut très bien manager une troupe de théâtre, on peut très bien manager une association, un club de sport, etc. Alors, quand j'ai vu arriver ce sujet qui avait été proposé par Pierre-Pascal Boulanger, j'avais trouvé très intéressant cette notion de guerre-épée, passionnante. Mais en me revoyant enseigner, être enseigné, etc., regarder les manuels, le mot guerre revient toujours. La guerre des prix, la conquête des marchés, la guerre économique. Et c'est vrai que le marketing guerrier, moi j'ai beaucoup enseigné le marketing, c'est quelque chose, on apprend aussi des grands militaires. Marc Aurèle était avant tout un militaire. Et je me suis dit, si on pouvait vraiment parler de paix, je ne sais pas s'il y a plus de sessions sur la guerre ou sur la paix, mais ça me paraît essentiel. Et la deuxième chose, c'est que mon expérience du management, et je pense que tout le monde peut le dire, c'est qu'on est rarement en paix dans le monde du travail. On est toujours... Alors, le mot paix, je reconnais la définition que tu as donnée, Yann, et je la respecte, mais j'ai envie de dire on n'est pas toujours serein, si je peux reprendre autre chose. Parce qu'on a toujours un patron qui va nous demander quelque chose, on a toujours un dossier à rendre qu'on n'a pas rendu, on n'est pas toujours fier, et tu as parlé de la décision, et je crois qu'il faut qu'on parle de la décision, du dilemme, des choix qu'on a faits. Tu as parlé de regrets, de culpabilité. C'est difficile d'être serein dans le monde du travail. On vient de passer, on est en train de passer, on n'en est pas sorti, il ne faut pas que j'en parle au passé, une drôle de crise qui était imprévisible. Et c'est vrai qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de difficultés qui ont été grossies encore ou initiées, provoquées par ce confinement forcé, par le télétravail qui pèse très lourd actuellement sur le monde du travail, avec le site distanciel dans l'éducation, et que c'est d'autant plus difficile de trouver cette sérénité
qui, je pense, si je prends les choses tout simplement avec mes mots, de dire je suis content d'aller bosser, je suis content d'être avec ce client, ce collègue, je suis content de moi, j'ai fait ma journée, je suis serein avec les décisions que j'ai prises. Et c'est ça dont je voulais qu'on évoque aujourd'hui. Parce que ce soi-même, tu as raison, c'est aussi, mais la psychanalyse aussi quelquefois nous apporte des choses. C'est ce dialogue intérieur qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Ces dilemmes dont on nous parle très souvent, qui peuvent être des dilemmes éthiques, on en reparlera peut-être. Et voilà, et c'est tous les jours, tout le monde, qu'on soit lycéen, apprenti, en stage, salarié, manager ou top manager. Alors, si je peux reprendre, voilà, pour relancer notre discussion. Alors, moi, il y a quelque chose que vous avez dit qui me paraît peut-être mériter d'être approfondi. Vous dites, une entreprise ou une organisation, au fond, les rapports de hiérarchie, ils sont toujours empreints d'émotions. Je ne sais pas si le mot emprunt est celui que vous avez utilisé, mais en tout cas, qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais ça, est-ce que ce n'est pas une notion finalement assez nouvelle? Avant, l'entreprise, ça ressemblait plus à l'armée, quoi. C'était quelque chose avec des directives, des objectifs, et puis ça, de façon assez mécanique, ça descendait du haut vers le bas, puis ça remontait, les effets, les résultats remontaient du bas vers le haut, et puis il n'y avait pas tellement d'émotions à mettre là-dedans. Alors, est-ce que c'est justement parce qu'on est devenu plus introspectif, parce que on se demande plus pourquoi on fait ça, quel sens ça a, et qu'il n'y a que comme ça qu'on est bien avec soi-même? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. L'évolution est toujours lente, mais il y a eu des accélérations. Il y a eu une accélération très frappante avec l'Internet, et particulièrement tous les réseaux sociaux, qui font qu'on a cassé les cloisons qui pouvaient exister, pas toujours aussi étanches, mais qui existaient, qu'on retrouve dans tous les manuels de management, entre la vie privée, personnelle, et la vie professionnelle. En tant que mère de famille, je fais mes listes de courses pendant une réunion ennuyeuse et je vais répondre à des mails en surveillant mes enfants au square. Voilà. Et ça, on est dans cette porosité qui fait qu'au centre des attentes des salariés, au sens large, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et elle a été accélérée, percutée de plein fouet avec le confinement où le télétravail est arrivé à la maison. Pour pas tout le monde, mais beaucoup. Et pareil dans l'éducation pour les élèves. C'est la première chose. Donc là, on commence à se dire, je suis moi. Je ne pose pas mes soucis, mon divorce, mon enfant malade, mes problèmes amoureux au vestiaire en allant travailler. Ce qu'on voulait faire penser, même si ce n'est jamais le cas, avec les grandes théories du management qui ont commencé à naître au début du XXe siècle et qu'on a retrouvé il n'y a encore pas longtemps. Un travailleur neutre qui n'a pas de sentiments. Et on est dans la rationalité du management. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en effet, la notion d'émotion est arrivée il y a déjà une vingtaine d'années dans le marketing. Le marketing a compris que le consommateur, on n'allait pas lui vendre quelque chose simplement avec des critères et de comparaison, mais on allait lui vendre de l'émotion. Et nous sommes tous à la fois des consommateurs, des clients et des salariés. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que de plus en plus, et je terminerai là-dessus, le lieu de travail est une communauté, est faite de communautés émotionnelles. Et peut-être, et je sais que tu vas réagir, le travail étant en heures de moins en moins présent dans nos vies est quelque chose dont on attend de plus en plus. On veut tout du travail, l'épanouissement personnel particulièrement. Oui, je suis assez d'accord avec tout cela. Ce qui me semble frappant, c'est que, enfin ce que je ne crois pas en tout cas, c'est qu'on puisse dire que cette charge émotionnelle du travail dans l'entreprise serait quelque chose de nouveau. Je crois plutôt que c'est quelque chose d'avoué et de révélé aujourd'hui. Quelque chose que l'on assume. Il y a que 30 ans, 40, 50 ans, on parlait du patron. Mais ce terme-là est un terme gorgé d'affectivité. Le patron, c'est quasiment le père, c'est la figure paternelle. L'entreprise était un lieu quasiment familial où on avait ses habitudes, même si cela durait parfois une vie entière. Donc il n'est pas possible pour des hommes et des femmes, quels qu'ils soient, de s'investir dans la durée, chaque jour, pendant des années,
dans une activité professionnelle de production, de management, d'administration, ou tout ce que l'on voudra, sans y mettre quelque chose de leur affectivité. Et ce qui nous empêchait de le voir, c'est qu'on a souvent cru qu'une entreprise, vous avez utilisé le terme mécanique à un moment, c'est assez intéressant, qu'une entreprise serait une sorte de structure mécanique parfaitement organisée, et si bien organisée qu'il n'y a plus des personnes, mais simplement des fonctions. Et qu'à partir du moment où chacun fait à sa place, ou assume à sa place la fonction qui est la sienne, tout doit fonctionner. Or, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas que les choses ont changé, ou ce qui a changé, c'est qu'on s'est rendu compte que cette image avait quelque chose de surfabriqué. C'est-à-dire que je m'amusais tout à l'heure à dire à Isabelle qu'on définit parfois le management comme la science des systèmes organisés. Moi, je m'amuse à le définir comme la science des systèmes désorganisés. Au fond, c'est toujours désorganisé. On peut toujours s'amuser à réduire une entreprise à des organigrammes, à des fonctions, à des planifications, à des projets rationnels, à des études de marché. La réalité, c'est que ça ne fonctionne jamais parfaitement. On n'a jamais exactement la bonne personne à la bonne place, tout simplement parce que ça n'existe pas, et pas parce que les gens sont mauvais ou incompétents, pas du tout. On n'a jamais exactement le projet parfaitement ficelé que l'on voulait mettre en œuvre. L'organigramme ne correspond jamais exactement à la réalité des fonctions, parfois débordées par des personnes, avec leur singularité, avec ce qu'elles apportent d'imprévu, d'inédit et parfois d'inespéré. Et le rôle du manager dans ce cas-là, c'est pas de faire en sorte que ça fonctionne comme une machine, c'est de faire en sorte que, en bricolant, parce qu'il y a un art de bricolage là-dedans, on essaye de faire en sorte que chacun, reconnu comme la personne singulière qu'il est, irréductible à une fonction, puisse tenir un rôle qui fait que, malgré tout, quand même, à peu près, ça tient. Et on rejoint la thématique, celle du livre que vous évoquiez tout à l'heure. Au fond, c'est quoi une entreprise? C'est une institution fragile confiée à des personnes fragiles. C'est une institution qui ne tient pas pleinement, confiée à des êtres humains qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, qui ne sont pas certains qu'ils ont pris la bonne décision, qui sont parfois maladroits dans leur rapport avec autrui, qui sont parfois en guerre les uns avec les autres, qui sont parfois en guerre avec eux-mêmes parce qu'ils s'en veulent. C'est ce qui fait à la fois la magie d'une entreprise, justement parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes infiniment fragiles et infiniment précieux, mais c'est ce qui fait la difficulté d'une entreprise aussi, qu'on ne peut pas gérer comme on conduit, comme on pilote une machine. Alors, si vous me permettez, vous semblez indiquer que le patron était quand même une figure un peu plus humaine que le N+1 ou le N+2. Je me référais simplement au terme. Patron, ça c'est rigolo, parce que le langage du sens, patron, c'est le même mot que pater, c'est le père. C'est celui qui prétendait d'une certaine manière administrer son entreprise comme un père gère sa famille, le budget familial, ses enfants, sa maisonnée, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut regretter, bien évidemment, cette figure. C'est important d'ailleurs qu'on sache que l'entreprise n'est pas une famille, même s'il y a des entreprises familiales, que l'entreprise, c'est un lieu structuré et organisé pour réussir un certain nombre de performances commerciales ou tout ce que l'on voudra. Et ça, c'est tout à fait important. Après, la question du N+1, ou N+2 ou N+3 d'ailleurs, on rejoint quelque chose d'important, c'est-à-dire au fond, comment la pression qu'évoquait tout à l'heure Isabelle, mais qui a quelque chose d'inévitable, quand on travaille dans une entreprise, on n'est pas seul à son poste en train de faire une tâche que l'on maîtrise parfaitement. On est pris dans un ensemble avec des pressions multiples, des injonctions multiples et parfois contradictoires. Et là où il y a de la hiérarchie, il y a toujours de la contradiction. Alors, certainement, je vais redonner la parole à Isabelle Barthes là-dessus, mais moi, il y a quelque chose qui me frappe. Peut-être si nous avons des étudiants là, présents, je voudrais signaler quelque chose que vous avez mentionné, mais sans donner le nom, qui est le principe de Peter. C'est-à-dire que dans les organisations, quand quelqu'un fait très, très, très bien son travail, bien la seule chose qu'on connaisse vraiment pour le montrer qu'on est content de lui, on peut lui donner une augmentation de salaire, mais on peut surtout le promouvoir. Et au moment où on le promeut, on lui fait faire
un autre travail qui peut être très différent. Par exemple, alors qu'il était un commercial, d'avoir à manager, à gérer une équipe de commerciaux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et peut-être que par le jeu des élévations mécaniques, on finit par avoir nécessairement à un moment dans un poste une personne qui n'est pas compétente. Et la personne pas compétente qui se retrouve propulsée dans ce poste, eh ben, tout simplement parce que elle est contente qu'on ait voulu la féliciter et la promouvoir, eh ben, elle peut être malheureuse, pas en paix avec elle-même, brusquement pas contente de ce qu'elle fait. Et ça fait partie des choses qui sont dans la logique des choses de l'entreprise et qui pourtant créent du malaise et du pas en paix avec soi-même. Isabelle Barthes, alors qu'est-ce que tous ces échanges vous inspirent? En fait, je pense qu'au centre, il y a la question du management. Mao disait « le poisson pourrit toujours par la tête ». Moi, j'ai observé et j'ai vécu le fait que le manager, qui reste un homme ou une femme, joue un rôle et une partition extrêmement importante dans cette sérénité dont je parlais. En effet, tu parles par exemple d'injonctions contradictoires, on peut parler de colère, on peut parler de mise en cause de personnes en public. Et de quoi on va parler? On va parler de management responsable ou irresponsable. Et il y a en effet une catégorie de personnes qui n'ont pas été formées au management. On a tendance à penser, et peut-être que beaucoup d'étudiants le pensent, qu'on apprend l'économie, qu'on apprend la gestion, on apprend le marketing, le contrôle de gestion et de la comptabilité, la logistique. Et le management, ça reste quelque chose de mou, de flottant. Puis comme vous dites, on est expert dans son métier, puis après on est sympa, on sait taper sur l'épaule, voire être un peu charismatique, et on peut devenir manager. Non, il y a de vraies compétences, de vraies techniques en termes de management. Et pour aller vers un management qui va produire de la performance globale, il faut déjà comprendre qu'on tricote finement au quotidien de la performance économique, ce qui est le job de l'entreprise dans le monde, voilà, et de la performance sociale. Et la performance sociale, eh bien, c'est cette paix dont on parlait, c'est travailler le mieux possible, contribuer le mieux possible au projet commun. Peut-être on n'avait pas forcément envie de le faire le lundi matin au sortir du week-end. Et ce management responsable, il s'apprend, il se transmet, il s'enseigne, il se vit. La compétence est toujours en action. Et ça, je crois qu'on est extrêmement défaillant. Extrêmement défaillant. J'ai dirigé 2 écoles de management. L'enseignement du management au sens strict, au sens plein du terme, n'existe pas. Donc on se retrouve avec des gens, comme vous le dites, défaillants. Ils ont été d'excellents buteurs de football, mais ils ne savent pas coacher une équipe. Ils ont été d'excellents commerciaux, mais ils ne savent pas faire grandir une équipe. Et le management, il faut bien le comprendre, ce n'est pas être le meilleur, le chef de bande, le leader devant tout le monde. C'est celui qui fait développer le talent des autres et qui sait s'effacer devant l'équipe et qui sait faire tourner l'équipe, qui sait faire tourner la musique dans l'orchestre, par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et trop souvent, par manque de formation, par manque de compétences, par manque d'appétence, parce qu'on croit qu'il faut être manager pour réussir. Ce n'est pas forcément le cas. On va se retrouver devant des managers qui pratiquent plutôt l'irresponsabilité et qui mettent les gens en difficulté. La double injonction dont tu parlais, les rendre minables devant des collègues, leur demander toujours plus avec moins, et on se retrouve en effet avec des systèmes complètement fragiles qui tiennent... alors par l'opération du Saint-Esprit, sans mettre de connotation religieuse, mais qui tiennent par magie, en fait. On a un exemple actuellement avec le système hospitalier, où la rareté des moyens, les procédures hyper prégnantes, mais on pourrait citer plein d'autres exemples, je peux parler d'université, ça tient et parce que des personnes s'engagent et sont motivées. Et ça, c'est quelque chose... qui peut être très grave en termes de dérive, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, on est fatigué, on n'a plus confiance. Le mot de confiance est très important en management, et on va se désengager. Alors, se désengager, ça veut dire je démissionne, je m'en vais, ce qu'on est en train d'observer dans les hôpitaux. Ça peut être je viens, mais je ne suis plus là. Voilà, la présence absente, parce qu'il faut assurer le salaire, etc. Et puis ça peut être
l'absence au sens maladie, pathologie, burn-out, maladie, etc., dépression. Et ça, je suis désolée de le dire, on le voit beaucoup dans beaucoup d'entreprises et on le voit encore plus dans des moments comme celui que nous vivons. Oui, pour prolonger ce que dit Isabelle, ça me rappelait une vieille légende juive qui raconte que les premiers mots de Dieu après avoir créé le monde auraient été « pourvu qu'il tienne ». C'est-à-dire l'indice, l'indication d'une inquiétude « oh là 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 là, ce machin-là fait de briques et de broc, comment est-ce que ça va tenir ?» Et ce qui me surprend toujours, c'est qu'on a des institutions, des entreprises, des administrations éminemment fragiles, souvent très désorganisées ou en tout cas pas aussi bien organisées qu'un certain affichage le laisse croire. Et pourtant, globalement, ça tient. En règle générale, ça tient. Isabelle a pris l'exemple de l'hôpital, l'éducation nationale, une entreprise, une petite administration, peu importe. Et ça fait longtemps que je me demande, mais comment ça se fait que ça tient? Et je crois que ça tient vraiment par là. Isabelle appelait ça la magie, mais la magie de ces petites gens, quelquefois, qui, chacun à sa place, fait véritablement ce qu'il peut. Parfois avec beaucoup d'investissement, parfois avec beaucoup de difficultés, parfois avec une certaine défaillance, avec une compétence qui n'est sans doute jamais totale. Mais je crois que c'est ça qui fait tenir une entreprise. Une entreprise ne tient pas par la grâce d'un espèce de leader visionnaire et tout-puissant qui sait exactement ce qu'il faut faire et comment demander à chacun de le faire. Une entreprise tient parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui sait faire en sorte de donner à chacun les moyens de faire le mieux possible ce qu'il sait faire de mieux, et de lui donner l'envie de le faire au service des autres. Et ça rejoint peut-être, par un biais un peu curieux, le principe de Peter que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois que la limite de ce principe, c'est qu'il consiste à croire que voilà, jusqu'à un certain moment, on est compétent, on sait faire exactement ce que l'on fait, puis de promotion en promotion, on atteint à un moment son degré d'incompétence. J'irais presque, quitte à vous provoquer un peu, j'irais presque jusqu'à dire qu'au fond, cette compétence-là, qui serait antérieure au moment de l'incompétence, est déjà un mythe. Et à plus forte raison dans notre monde où les choses évoluent et changent si vite qu'en fait, la principale compétence d'un professionnel, quel qu'il soit, manager ou pas, c'est de se remettre sans arrêt en cause pour s'ajuster en permanence à des procédures, à des projets, à des manières de travailler qui ne cessent de changer. Donc bien évidemment, c'est très insécurisant pour soi-même. On ne peut pas aujourd'hui se dire, quel que soit le milieu dans lequel on travaille, ça y est, je dispose d'une compétence avérée et indiscutable. Ce qu'on me demande de le faire, je sais le faire à la perfection. Ça ne peut pas tenir. Et donc, bien évidemment, là encore, c'est insécurisant. Comment être en paix avec soi-même quand il faut sans arrêt remettre le métier sur l'ouvrage et déployer sans arrêt de nouvelles compétences? Et je crois qu'un des secrets, ce n'est pas un secret d'ailleurs, mais une des causes possibles d'une certaine forme de paix avec soi-même, c'est non pas chercher à être le plus compétent possible, mais simplement admettre que il y a toujours une part d'incompétence que je dois assumer. Et assumer, ça ne veut pas dire ici simplement, bon bah, c'est comme ça, j'y peux rien. Ça veut dire que je dois essayer de porter au-devant de moi pour essayer de m'adapter toujours de mieux en mieux. Parfois, c'est usant, mais je crois qu'on est dans un monde qui ne nous laisse pas d'autre choix que celui-ci, ce jeu d'adaptation permanente et de compétences toujours à refaire. Oui, comme disait Isabelle, la sérénité, c'est pas tellement ce qui caractérise notre monde à aucun moment. Donc, la paix, c'est pas dans la sérénité que nous allons la chercher. Alors, je rebondirai moi dans l'idée que quand on est manager, je crois qu'on a 3 grands défis, si on résume le management. On a parlé de l'adhésion, de la motivation des équipes, où on y reviendra, parce que c'est quand même un sujet peut-être qu'on a moins abordé. On a parlé de la prise de décision, avec toute la difficulté de se tromper dans la décision. Mais il y a aussi en effet la conduite du changement. Ce changement qui fait qu'on est dans un monde de plus en plus, mais il a toujours existé. Hein. C'était Brodel qui disait les choses se font avant qu'on ne les nomme, mais qui s'est peut-être accéléré, qui est peut-être plus visible, de la conduite du changement. Et c'est vrai que le changement, c'est difficile. Et particulièrement, et je le dis aux lycéens, aux étudiants, s'il y en a derrière les écrans, c'est qu'ils apprennent,
Mais il va falloir qu'ils apprennent surtout à désapprendre. Et qu'il y a, et j'en suis maintenant mais convaincue depuis des années, il faut apprendre à désapprendre, non pas à oublier, mais à réarranger toujours ses connaissances, à remettre toujours sur l'ouvrage ses compétences. Moi, le principe de Peters, il ne m'intéresse pas. Je pense que le poste qu'on va accepter aussi structure ses compétences. Alors, il y a plus ou moins d'intelligence dans les situations. Il y a en effet un moment où peut-être on peut être débordé. Mais je crois qu'on peut aller au-delà du principe de Peters. Moi, je ne pense pas qu'on ait toujours un plafond. Ça dépend du contexte, etc. Et là, on est dans un monde où, en quelques semaines, on nous a demandé de désapprendre plein de choses, désapprendre la salle de classe, désapprendre plein de repères qu'on avait. Je dirige une business school, j'ai dirigé, voilà, désapprendre qu'il n'y a pas de stage facile, qu'on ne part pas à l'étranger, qu'on n'apprend pas de la même façon. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à mieux faire communiquer, que les étudiants et les jeunes que je vois arriver sont convaincus qu'avec le bac+2, le bac+3, le bac+5, c'est fait. Non, on apprend tout au long de la vie, on désapprend tout au long de la vie et on est en effet tout le temps challengé. Par contre, on peut aborder ce changement plus ou moins sereinement. Et c'est là où moi je crois que le management a un rôle, au sens où il peut donner les moyens, donner du temps, donner de l'énergie, donner de l'envie pour aller vers ce changement et ne pas en avoir peur. Par contre, ce que je constate aussi, et je crois qu'on a des exemples très frappants en ce moment, quand on regarde par exemple du côté des États-Unis, c'est qu'il y a une tentation dans l'entreprise à jouer la carte de la théâtralisation. C'est tout va très bien, Madame la Marquise, tout est parfait, c'est merveilleux, voilà. Et ces discours pseudo-positifs qui veulent tranquilliser les équipes et qui en fait les rendent encore beaucoup plus insécures parce que tout le monde sait qu'en définitive ça ne va pas si bien que ça. Et il y a aussi quelque chose à travailler de ce côté-là, on en parlait avec Yann tout à l'heure, c'est jusqu'où peut aller la tranquillité ou la sérénité que je veux transmettre à mes équipes pour leur donner envie et les rendre plus sereines et les faire adhérer à un projet. Et en même temps, maintenir une forme de sincérité ou de transparence par rapport à une réalité qui n'est pas toujours rose. Et là, c'est vrai que c'est un vrai dilemme pour le manager dans cette question des messages qu'il a à faire passer à ses équipes. Est-ce que ça ne dépend pas essentiellement des moments ? Parce que, au fond, si, je ne sais pas si la métaphore peut être acceptée, mais l'entreprise, c'est peut-être comme un navire avec un équipage qui a des choses à faire, qui les fait très tranquillement quand la mer est calme, et puis quand brusquement le danger arrive sous la forme d'un grain, d'une tempête, d'un iceberg, est-ce que je sais, brusquement va avoir un effet de mobilisation immédiat, voilà, une poussée d'adrénaline collective avec un commandant, et que quand même, oui, on va se mobiliser pour... Mais c'est bien la question que je pose, c'est-à-dire dans des moments de crise, est-ce qu'on fait du parler vrai? Et en effet, on crée de l'adrénaline et forcément de l'inquiétude, et on se met en état de guerre et de commando, ou est-ce qu'on essaye de tranquilliser les équipes parce qu'on ne veut pas les mettre en situation de peur, de doute? Et je pense que c'est une vraie question qu'on se pose quand on est manager, très souvent, devant ces équipes, dans des moments qui sont plus ou moins faciles. Et il y a des moments de succès, hein, très clairement, mais il ne faut pas que ça soit non plus anesthésiant. Et en effet, cette nécessité d'être toujours en éveil, en état de vigilance, elle est, surtout dans des périodes comme la nôtre, là, celle que nous vivons, elle est une vraie question pour le management. Je citais ce matin, on en parlait, quelque chose... Bon, on a cet exemple très présent du président des États-Unis, Trump, qui nous parle avec un langage de sincérité ou de pseudo-sincérité, mais en tant que leader, de ne pas avoir peur de la pandémie qu'il a vaincue. C'est un langage qu'on a envie d'entendre et que beaucoup de gens veulent entendre. On va le vaincre, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il est plus insincère ou est-ce que son discours est moins tranquillisant que celui de Churchill qui, en 1940, avec son fameux discours du sang, je vous promets du sang, du labeur, de la peur, des larmes, promettait la victoire en 1940. Voilà. Et c'est vrai que c'est des questions aussi de messages qu'on va passer aux personnes pour à la fois obtenir leur adhésion, ne pas les voir fuir, ne pas les voir angoisser, et en même temps
essayer de ne pas être dans le mensonge. Et ça, je crois que c'est une question très importante qu'on se pose quand on est en effet dans ces États qui ne sont pas tout à fait la paix, mais pas tout à fait la guerre non plus. Mais qu'est-ce que tu en penses, Yann ? Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. J'aimerais revenir sur cette histoire du bateau sur une mer d'huile. Alors c'est vrai que ça, c'est la représentation idéale. Tout va bien, la mer est juste comme il faut, chacun est exactement à son poste. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de corde cassée, il n'y a pas de voile déchiré, personne n'a la grippe, personne n'est malade, personne ne s'est cassé un bras, donc tout fonctionne. Le problème, c'est que ça marche à peu près jamais comme ça. J'ai jamais fait de bateau de ma vie, mais j'imagine que ça se passe même rarement comme cela sur un bateau. Dès qu'il y a un équipage, là encore une fois, il y a une adversité, il y a la nécessité de faire travailler les uns avec les autres, d'accorder les gestes des uns aux autres, de tenir compte d'événements que l'on n'avait pas prévu, d'une mer qui se déchaîne, d'un vent qui au contraire ne vient pas et ne nous pousse pas. Alors bien sûr, on pourrait pousser la métaphore, mais je crois qu'avec une entreprise, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au fond, je ne sais pas si la métaphore de la guerre économique, etc., est pertinente, mais ce qui est sûr, c'est que le milieu économique est un milieu d'adversité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dirige une entreprise, à partir du moment où on est engagé dans une entreprise quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'il faut réussir à atteindre un certain nombre de résultats dans un contexte qui est généralement un contexte que l'on appelle un contexte concurrentiel. Donc il y a bien sûr l'adversité externe avec laquelle il faut compter, puis il y a l'adversité interne. Voilà, ces gens qui tombent malades, avec qui on travaille d'ordinaire, un tel ne sera pas à son poste, comment on va faire sans lui. Ces gens qui ne savent plus tout à fait faire ce qu'ils savaient bien faire auparavant dans un monde, dans un contexte qui a changé et qui s'est modifié. Et je crois que c'est ça le contexte réel d'une entreprise. Et c'est important parce que si on revient au motif qui nous occupe aujourd'hui de la paix avec soi, une paix réelle suppose une lucidité vraie. Parce qu'il y a une forme de paix qui est trompeuse, c'est celle qui naît de l'aveuglement, c'est celle qui naît du déni. Comme tu le disais, tout va bien, madame la marquise. Je vais bien, tout va bien, l'entreprise va bien. Et donc, ça, c'est pas la paix, c'est une espèce de tranquillité, au sens où, voilà, on a pris des tranquillisants. Bon, donc, on souffre plus trop, on est devenu insensible au chaos du monde, et ça nous donne l'illusion que tout va bien. Mais la véritable paix est la seule que l'on doit chercher à cultiver, la seule que l'on doit chercher à former en soi, eh bien, c'est cette paix qui, justement, est une paix active, une paix dynamique, parce qu'elle suppose cette lucidité qui me rend capable de mesurer des coefficients d'adversité en moi, chez les autres, chez les concurrents, par exemple, et puis d'essayer de m'y ajuster le plus sincèrement possible, c'est le mot qu'utilisait Isabelle. Et la sincérité, c'est pas simplement la force de conviction, parce qu'il y a des forces de conviction aveugles. La sincérité, c'est la conviction qui naît d'un accord réel avec soi-même, dont je ne puisse pas me dire après coup, j'aurais pas dû, ou j'ai honte, ou j'ai cédé à la tentation d'une facilité, qu'après coup, je regarde en n'étant pas fier de moi. Et en même temps, c'est cela aussi notre humanité, c'est aussi de cela que nous sommes faits. Et c'est ce qui fait qu'encore une fois, la paix avec soi n'est pas un état, elle peut être un projet, elle peut être une dynamique, elle est toujours menacée par ce que j'ai appelé des adversités avec lesquelles il faut composer. Et c'est au fond une leçon de réalisme élémentaire qui est en jeu ici. Alors, certainement, et il y a quelque chose il y a deux choses, moi, qui m'intéressent dans ce que vous dites particulièrement. C'est la lucidité, que chacun doit avoir, mais peut-être que certains qui sont en position de direction ou de management peuvent avoir plus que d'autres et faire partager, et qu'en la faisant partager, ils apaisent effectivement ceux qui suivent. Parce qu'il y a quelque chose, il faut quand même parfois le reconnaître. Et en tout cas, moi, je l'ai ressenti en tant que salarié confiné chez moi. Eh bien, quand le directeur de l'entreprise Philosophie Magazine a dit, ben voilà, on va faire ça, on va se réunir comme ça, on travaillera de cette façon, et puis on va inventer telle nouvelle chose et telle nouvelle chose, mais vous pouvez participer à l'invention. Eh bien, brusquement, tout le monde se sentait un peu mieux. C'est-à-dire que c'était pas moi-même avec moi-même qu'il fallait que je reconstruise
construise ma solidité intérieure, mais que je profite au fond de cette vision, que je ne doute pas qu'il avait lui aussi ses doutes, hein, mais que, en tout cas, sa lucidité de chef d'entreprise faisait descendre sur nous comme quelque chose d'assez apaisant. Et j'ai pas honte de le dire parce que je sais qu'il n'est pas à la mode de se dire qu'on a quoi que ce soit à apprendre de qui que ce soit qui est au-dessus de nous. Eh bien si, parfois. Et je pense que là, il y a là quelque chose qui est assez intéressant. J'ajoute une chose, si vous me permettez, c'est que je crois qu'on oublie peut-être dans les périodes relativement tranquilles à quel point notre espèce est faite pour surperformer quand ça va pas, quoi. On est vraiment construit pour comme ça, c'est-à-dire que les humains, on est fait pour marcher 20 km par jour, pour manger très peu, pour tenir très longtemps en ayant dans des conditions de dureté et de fuite et de tout ce qu'on veut, et on est fait pour résister là-dedans. Et donc, c'est pas vrai que tous les coups nous affaiblissent, tous les coups nous affaiblissent pas. Enfin, ça, c'est ma petite contribution à notre dialogue. Ça fait un trilogue, du coup, donc je sais pas. Enfin, notre discussion. Et alors, donc, je rends la parole, parce que c'est pas à moi de la prendre si longtemps. Alors moi, je voulais peut-être, on a beaucoup parlé du manager et de son rôle, en effet, et vous venez de rebondir là-dessus, hein, une forme de bienveillance, de montrer une vision, de sincérité, et plutôt une sincérité non pas, tournée vers une cause. Churchill mentait peut-être, ou ne savait penser mentir en parlant de la victoire, mais c'était pour une cause, ce qui n'est pas le cas de l'exemple que je donnais de Trump, qui est au service de son égocentrisme personnel. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on réponde à cette question, être en paix avec soi-même. Et je crois que quand on est jeune, quand on aborde le monde du travail, on nous enseigne dans les lycées, les collèges, les écoles, la faculté, beaucoup de choses. Mais on n'enseigne pas, suffisamment en tout cas, c'est trop rare, tout ce qui va être ce qu'on appelle de plus en plus les soft skills, c'est-à-dire les compétences relationnelles et personnelles, qui vont être justement l'empathie, la capacité de la résilience, enfin toutes sortes de choses qui vont être dans la relation, dans la transversalité, et qui ne vont pas être simplement des techniques. Et là, il y a un vrai défi pour l'enseignement, dès d'ailleurs les petites classes, à travailler ça. Les pays du Nord s'y sont mis. On apprend à respecter l'autre, à l'écouter, à résoudre un conflit. Et pas seulement pour être un futur manager, mais tout simplement pour vivre le mieux possible en équipe, en groupe, dans le monde du travail par la suite. Alors ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que même si on ne nous l'enseigne pas, je parle à des jeunes ou des moins jeunes, on découvre ça des fois beaucoup trop tard, mais savoir travailler et se poser des questions sur ces soft skills, il existe des listes, il existe. Et c'est pas du développement personnel contre lequel vous aviez l'air d'avoir quelque chose de pas très positif, mais c'est quand même se connaître et se dire peut-être là je peux améliorer des choses. Et puis je crois qu'il y a aussi, on parlait de valeurs. Moi je suis persuadée qu'il faut aussi connaître ses valeurs. Il y a Schein qui est quelqu'un qui a travaillé, un sociologue, sur ce qu'on appelle l'encre de carrière. Moi, je pense que plus j'avance, plus je me rends compte qu'on a tous à un moment quelque chose qui nous guide. Alors lui, il a défini 8 ancres de carrière, l'autonomie, la technicité, défendre une cause. Et on se rend compte souvent qu'au cours de sa vie, même si on a changé de métier, même si on a changé de secteur, de fonction, qu'il y a quelque chose qui nous a guidés. Moi, je sais que mon encre de carrière, c'est l'autonomie. J'ai besoin d'être autonome, même si j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie. Et quand on se connaît un peu mieux, quand on connaît ses valeurs, quand on connaît ses défauts et ses qualités au sens, je vais dire, de compétences douces, soft skills, eh bien peut-être qu'on est capable mieux de cet ajustement, de cette adéquation, et de se dire à un moment, je ne suis plus à ma place, je dois partir, je dois quitter. Alors non pas en attendant l'arrêt de travail et la maladie, non pas en étant présent mais sans travailler, mais simplement en disant, je cherche ailleurs. Et ça nous renvoie à cette capacité à apprendre et apprendre pour ne pas subir le monde du travail qui fera qu'on va rester parce qu'on est en sidération au moment d'une crise, d'un dilemme ou d'une crise éthique, etc. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut que les enseignants, les formateurs et les apprenants au sens large du terme saisissent. Le monde du travail n'est pas réduit, nous ne sommes pas réduits en tant qu'individus au travail à
une somme de compétences techniques. Et on l'a trop laissé penser, même si ce n'était pas le cas, hein, mais on l'a trop laissé penser dans les lectures qu'on en a données depuis quelques décennies. Oui, il y a un point très important dans ce que tu as dit là, Isabelle, c'est cette idée, alors des compétences douces, mais qu'elles s'enseignent. Et c'est important de le dire parce qu'un certain nombre de personnes, j'ai bien des exemples en tête, hein, qui se retrouvent de fait dans des situations de responsabilité d'équipe, de management, mais qui n'ont absolument pas été formés pour cela, peuvent être des gens tout à fait compétents, bienveillants, généreux, mais qui font des erreurs absolument évidentes dans la gestion quotidienne des hommes et des femmes dont ils sont responsables, dans leur manière de s'adresser à eux, dans la manière de les mettre en concurrence, dans leur façon de les mettre en porte-à-faux, parfois et le plus souvent sans méchanceté, sans perversité. Mais ça produit effectivement du mal-être, ça produit des relations faussées entre les personnes, alors qu'il suffirait parfois effectivement qu'ils puissent s'arrêter, être formés, prendre en compte la façon dont se forment précisément ce qu'on appelait tout à l'heure ces soft skills, pour justement ne pas faire des erreurs qui, après tout, sont parfois un petit peu trop communes. Et donc ça, c'est absolument capital. Le métier de manager ne s'improvise pas parce qu'on est quelqu'un de bienveillant, de responsable et de compétent. Il compte aussi au nombre des métiers auxquels on se forme. Vous citiez Marc Aurèle tout à l'heure, il y a plein de citations qui me reviennent à l'esprit depuis que vous avez posé celle-ci, mais c'est lui qui disait aussi « il faut se lever chaque matin pour apprendre son métier d'homme ». Je crois qu'il faut se lever chaque matin pour réapprendre chaque matin ce qui nous permettra de vivre avec nous-mêmes, ce qui nous permettra de vivre avec les autres, ce qui nous permettra de faire notre travail, ce qui nous permettra d'entrer en relation avec nos supérieurs hiérarchiques ou avec nos subordonnés, ou avec nos enfants, ou avec nos élèves, etc. Et ça, c'est toujours à rejouer, toujours à reprendre. Et justement, quand on confond la paix intérieure, éventuellement, avec un simple repos statique, qu'on ne se remet plus en question, qu'on ne s'interroge plus, qu'on ne se demande plus ce que c'est qu'apprendre chaque matin ou réapprendre chaque matin son métier d'homme, eh bien là, la seule paix qui nous reste, c'est la paix des cimetières. Oui, parce que Marc Aurèle, la fin de cette citation-là, c'est qu'il dit, bah oui, on doit partir faire le travail auquel nous sommes assignés, et on y va, pas forcément très joyeux, mais demandons-nous si nous sommes destinés et faits pour rester, et lui, il dit pas sous la couette, mais c'est quelque chose dans ce genre-là, c'est-à-dire dans notre lit, sous les couvertures. Clairement, c'est pas ça notre destin. C'est pas ça la paix. Mais alors, moi, je voudrais juste rajouter une chose. Alors, il nous reste 7 minutes, mais il y a quand même dans la discussion que nous avons, l'idée que quand même on est libre de partir, par exemple. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas exactement logé à la même enseigne. Par exemple, le télétravail a concerné 50% des cadres, ce qui est beaucoup, mais seulement 1% des ouvriers. C'est-à-dire que on n'est quand même pas tous logés à la même enseigne. Tout le monde ne peut pas quand même claquer la porte. Alors, je n'ai pas dit non plus claquer la porte. Et le télétravail est qu'un sujet parmi d'autres. Hein. Oui, bien sûr. Ce que je disais, c'est être en capacité à un moment d'être lucide avec soi-même, sa situation, et de s'être mis en situation de pouvoir trouver autre chose. Et ne pas subir, une fois de plus, ne pas subir. Mais je ne dis pas non plus que c'est facile. Il y a quelquefois, on dit quand on veut, on peut, mais quelquefois on veut, mais on ne peut pas. Et je n'ai aucun jugement de valeur sur les personnes qui sont en situation de blocage. Mais justement, ces situations de blocage font qu'elles vivent de plus en plus, elles sont de plus en plus en difficulté avec elles-mêmes, ce qui peut provoquer des situations aussi de colère contre sa famille, contre les autres, et de souffrance. On va terminer vraiment en quelques minutes, mais moi je crois que tout ça nous renvoie, vous savez citer Marc Aurèle, on a beaucoup cité Marc Aurèle dans d'autres livres avec Yann. Il y a deux choses aussi qui sont très inspirantes quand on est dans le monde du travail, c'est d'accepter de prendre exemple sur les autres. Le manager donne l'exemple et prend exemple. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important, et quelque part il était l'ancêtre, celui qui a parlé des talents. Nous sommes tous talentueux. Mintzberg a dit faire du management, c'est faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est faire des choses assez ordinaires à des gens
tous extraordinaires. Et je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus à l'écoute de tous nos collaborateurs ou nos collègues ou nos managers en disant il a des talents, il est extraordinaire. Et souvent, on se contente d'une toute petite lucarne du métier qu'il fait et on n'écoute pas, on ne sait pas tout ce qu'il peut faire à côté ou ce qu'elle peut faire à côté. Et la dernière chose, c'est le courage. Parce que tout ce que tu nous as dit, Yann, et tu as entièrement raison, c'est qu'être en paix avec soi-même, c'est une lutte, c'est du courage. Le courage de se lever le matin, ce que tu disais, le courage d'être différent, le courage de dénoncer une situation qui nous semble insupportable, de discrimination, de dérive. Le courage reste une vertu cardinale. Oui, le courage, cette forme d'exemplarité que tu évoquais, qui ne consiste pas à se donner en exemple, mais de savoir prendre exemple, c'est effectivement le tout début du manuel d'Épictète qui est assez extraordinaire. Celui qui est devenu empereur, qui remercie une quarantaine de personnes, dont la plupart sont complètement anonymes, pour ce qu'ils lui ont apporté et qui ont contribué à faire de lui l'homme qu'il est devenu et avec lequel, d'une certaine manière, il est en paix. Et du coup, courage, exemplarité. Un autre peut-être la gratitude, parce que je crois qu'il n'y a pas de paix possible avec soi quand on est en permanence en conflit avec le monde, avec soi et avec les autres. Et je crois que cette paix avec soi-même requiert cette capacité à dire merci, à rendre grâce dans un sens tout à fait profane, parce qu'il n'y a pas que ce qui dysfonctionne, parce qu'il n'y a pas que ce qui ne marche pas, parce qu'il n'y a pas que tout ce qui nous agace et nous frustre, mais il y a aussi toutes ces personnes, tous ces gens, quel que soit leur grade, leur titre, leur fonction, qui font ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent là où ils sont, toutes ces solidarités qui se créent dans des entreprises où un management un peu humain, un management à visage humain a su créer du lien précisément et de la solidarité. Et je crois que c'est ça l'un des secrets peut-être de la paix avec soi-même, savoir rendre grâce au moment où il faut rendre grâce, justement, au moment où c'est possible en tout cas, où on se rend compte que justement ça tient quand même et malgré tout. Et là encore, après tout, pourquoi pas, une autre formule de Marc Aurèle qui disait, voilà, mourir comme l'olive tombée de l'arbre, rendrait grâce à l'olivier qui l'a porté. C'est peut-être ça aussi, une sagesse pour la vie quotidienne, une sagesse dans l'entreprise, une sagesse dans la vie privée, s'arrêter de temps en temps simplement pour dire merci et rendre grâce. C'est un beau mot de la fin parce que je pense qu'on a tous fait ça presque un peu spontanément en s'imitant les uns les autres. Au moment du confinement, quand on se mettait à la fenêtre pour applaudir, faire du bruit, pour remercier les soignants, qu'on était bien incapable de remercier autrement. Ça valait ce que ça valait, mais ça participait de ce que vous dites, c'est-à-dire que brusquement de se rendre compte que dans des conditions extrêmement difficiles, et vraiment avec toutes les difficultés qu'ils avaient avant, ils réussissaient à s'arracher pour sauver des gens, sauver des vies. Est-ce que c'est assez positif? Je crois. Donc, être en paix avec soi-même, c'est pas juste regarder son nombril, c'est être dans l'univers auquel nous participons et en faire le mieux. Isabelle, mot de la fin. Oui, alors je crois qu'il y avait un très beau slogan de la prévention routière qui disait « Les autres, c'est nous tous ». Et je crois qu'en effet, c'est ce que tu dis, il faut admettre que l'entreprise, on n'attend pas tout. On n'est pas consommateur de la paix, de la guerre. On est tous contributeurs à un moment des dysfonctionnements, de l'orthofonctionnement, de ce qui va bien. Et on peut célébrer la réussite. On n'a pas parlé suffisamment aussi de respecter l'échec, respecter l'erreur et se dire que l'erreur et l'échec sont apprenants. Et c'est quelque chose, en effet, une fois qu'on a compris sa petite part de contribution et de responsabilité qui fait je pense qu'on peut vivre les choses beaucoup plus sereinement et avec beaucoup de joie, parce que le travail, ce n'est pas que le labeur, ça peut être aussi beaucoup de joie. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette session. J'espère que ça vous a intéressé, où que vous vous trouviez derrière les écrans, mais j'espère que vous aurez saisi que c'était un message, somme toute, optimiste que nous essayons de vous faire passer. Merci beaucoup Yann Martin, merci Isabelle Barthes. Merci Sophie. Merci au Printemps de l'économie.